Salut les gars, bienvenue sur Croyances Limitantes. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau podcast avec mon invité Joël. Je suis très très content de t'avoir. Les gars, vous n'êtes pas prêts de l'épisode qui va se dérouler. Croyances Limitantes, c'est surtout pour toi si tu n'as pas l'entourage autour de toi et les personnes qui peuvent t'aider. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être très intéressant. Joël, j'ai une question pour commencer. Si tu devais faire un TED Talk et que tu devais te présenter rapidement, qu'est-ce que tu dirais? Si je devais faire un TED Talk et que je devais me présenter, Mm. je dirais que... Non, je pense que je dirais que je suis un créatif. Ok. Je suis un créatif qui évolue dans le domaine de l'image, Ouais. principalement le cinéma. Ok. Et je te dirais que je suis un artisan et un conteur d'histoire. Ok. En vrai. C'est comme ça que je me définis. Ok. Et après, pour identifier tout le monde, je dirais que je suis un technicien de cinéma, quoi. Ok. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux un petit peu nous dérouler ton CV? Est-ce que tu peux nous dérouler ton CV? Parce que les gens, je pense qu'ils n'ont pas conscience du CV que tu as. Et vas-y, je t'écoute. En gros, j'ai à l'âge de 10 ans, j'ai pris la décision de faire du cinéma. Ok. Et j'ai su, en fait, j'ai fait partie de ces gens qui savaient déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le souvenir qu'il y a un moment donné où le cinéma, c'est pas un truc que j'ai découvert. Ça a toujours été là, en fait. Ok. Donc, j'ai toujours été passionné de cinéma depuis tout petit. J'ai toujours été celui qui préférait rester à la maison, regarder des films, plutôt que de sortir taper un foot, tu vois. Ok. Et à l'âge de 10 ans, ça m'a semblé être une évidence. Et ma mère, ça a toujours été un peu le gardien, parce que moi, j'ai une mère qui m'a énormément soutenu Ok. et qui m'a beaucoup laissé m'exprimer et faire ce que j'avais envie de faire. Ok. Et je dis souvent, les parents, c'est souvent les premiers tueurs de rêves, tu vois. Mm. Et moi, ma mère, c'est quelqu'un qui m'a toujours laissé faire ce que j'avais envie de faire. Et à 10 ans, un jour, je me souviens, elle est rentrée du travail. Et je passais beaucoup de temps à regarder le même film, Ouais. toute la journée, à l'analyser, à faire pas mal de choses comme ça. Puis elle est rentrée du travail et je lui ai dit, maman, je veux faire du cinéma. Elle avait aucune idée de ce que c'était, mais elle m'a dit, vas-y, tiens, ok. Ok. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est devenu une obsession totale. Mm. Une obsession totale on va dire, de 10 à 15 ans. Ça a été une période où, en fait, je me suis construit une vision. Ok. Ce que les gens pourraient aujourd'hui appeler de la manifestation, tu vois. Mm. Mais en fait, pendant vraiment de 10 à 15 ans, je me suis formé une sorte de vision de comment est-ce que ma carrière allait faire et de ce que j'avais envie de faire Ok. et de ce que j'avais envie de voir. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, je ne fais qu'obéir à la vision que je me suis construite pendant ces 5 années, tu vois. Ok. Et je suis bientôt à la fin. Mm. Mais jusque-là, je suis toujours en route de ce truc-là. Et donc ensuite, à 15 ans, je suis allé au lycée Sugère à Saint-Denis, Ok. où j'ai fait une option cinéma. Donc là, c'est la première fois que j'ai touché une caméra, que j'ai commencé à filmer des trucs. Donc c'était à 15 ans. Mm. À l'âge de 18 ans, c'était ma dernière année de lycée. Et en fait, comme t'es majeur et que tu peux signer tes propres mots et tout, j'ai commencé à arrêter d'aller en cours. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur mes premiers tournages, Ok. gratuitement, en tant que stagiaire et tout. Mm. Et donc, j'ai commencé déjà en tant que stagiaire. Mm. Et après, j'ai commencé, mes tout premiers tafs, c'était dans le making-of. Je faisais des making-of pour des rappeurs en studio, notamment pour mon frère, qui était dans un groupe de rap à l'époque. Ok. Et je le suivais un peu partout. Et puis, je suivais aussi d'autres artistes de temps en temps et tout. Et après, je suis passé du monde du rap, je suis passé au monde du rock indépendant. Ok. Parce que j'avais pas envie j'ai toujours détesté les étiquettes. Mm. Tu vois, donc je me suis dit, vas-y, je vais aller là où on m'attend pas. Donc je suis allé bosser dans le milieu du rock indépendant. J'ai filmé beaucoup de concerts, beaucoup de sessions studio. Mm. Et je me suis vraiment fait la main comme ça en tant qu'opérateur caméra. Après des sessions studio, je suis passé au concert, en live. Après des lives, je suis passé au clip. Ok. Et je suis passé au clip de rap, principalement avec Chris Macari. Ok. Et après des clips, je suis passé au cinéma. Ok. Avec Luc Besson à la Cité du Cinéma à l'époque. Je faisais partie des premiers étudiants de l'école de la Cité. C'était l'école qu'il avait créée. Ok. Et ça a duré 2 ans. Et après 2 ans en tant qu'étudiant, je suis passé en technicien sur ces films. Ok. Et après, j'ai fait son dernier gros film en France qui était Valérian. Ok.
Et en fait, sur Valérian, toute l'équipe VFX venait des plus grosses boîtes de VFX au monde et qui étaient venues en France spécialement pour ce film-là. Ok. Donc, tu avais ILM, qui était la boîte qui était créée par George Lucas. Mhm. Weta, qui était la boîte créée par Peter Jackson. Tu avais aussi Micros, qui est une grosse boîte de VFX française. Et tu avais aussi Rodeo, qui est une grosse boîte montréalaise. Et en fait, je commence à parler aux différents techniciens et il y en a qui me disent « Ouais, alors nous, on sort du dernier Planète des singes. » Et juste avant, on était sur l'autre Fast and Furious. Et puis, tu as les autres qui me disent « Alors là, on vient de finir le nouveau Star Wars avec J.J. Abrams. » Et tu as les autres qui me disent « Alors nous, on était en prépa pour Avatar 2. Là, on est venu faire ça. Puis après, on retourne sur Avatar. » Et genre, tu sais, j'entends des blases de fou. Et quand je parlais aux techniciens français, ils me disaient « Bon, nous, on a un téléfilm France 3 qui se prépare juste après. » Genre, je me suis dit hey. Non. Non. Et en fait, ils me racontaient des histoires de fous sur les tournages US. Ok. Et moi, ça a toujours été une curiosité, parce que vraiment, moi, la curiosité, ça a toujours été mon moteur, tu vois. Ok. Et après, j'ai fait le grand saut. Après le dernier film avec Besson, j'ai fait le grand saut. Et je suis allé j'ai essayé les États-Unis, mais c'était très compliqué au niveau du visa, parce que les Américains, ils ont une politique où ils privilégient toujours les Américains avant qui que ce soit. J'ai essayé d'aller en Nouvelle-Zélande, parce que c'est là que se tournent les avatars et tout, avec James Cameron et tout. Et on m'a expliqué que pour intégrer l'équipe, il fallait qu'il me fasse confiance, mais il fallait que... Genre, se faire engager par Weta, c'est pas un truc facile. Il faut qu'il te fasse confiance sur le temps. Et en fait, j'avais pas le temps d'investir dans le fait qu'on me fasse confiance, je sais pas, sur 2-3 ans avant qu'on puisse m'engager. Il fallait que je sache tout de suite, tu vois. Et là, ma mère me dit pourquoi tu vas pas à Londres? Et moi, je me dis, mais Londres, genre dans ma tête, Londres, c'était les séries télé, c'était Skins, c'était Luther. Mais dans ma tête, je me disais pas qu'il y avait des gros films qui se tournaient là-bas. Et en fait, après le destin et tout ça, j'ai un pote d'enfance qui déménage à Londres. Et il revient à Noël pour rendre visite à sa famille. Puis il me dit, voilà, je suis de passage à Paris, il vient me voir. Je vais le voir et il me dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et je lui dis, le truc classique quand tu travailles dans le cinéma, tu dis, je bosse sur un projet, j'ai un scénario, j'ai un truc. Et là, il me dit, non, qu'est-ce que tu fais en vrai? Je lui dis, rien du tout. J'ai pas de taf, j'ai rien. Et puis il me dit, passe à Londres et tu verras ce qui se passe pour toi. Et en fait, j'arrive à Londres. Et à l'époque, en tout cas, donc là, je te parle de ça, c'est en 2017. Et je me rends compte que 70% des blockbusters américains sont shootés à Londres. Ok, purée. Et donc, les Harry Potter, les James Bond, beaucoup de Marvel, beaucoup de DC, et genre, j'arrive à Londres et je deviens complètement fou. J'avais pris un billet pour rester 10 jours à Londres. Finalement, je suis resté 3 semaines. Et en 3 semaines, j'ai dû postuler sur 300 films. Ah ouais, purée. Et parce que contrairement au milieu français où c'est vachement une chasse gardée, c'est vachement vraiment une question de réseau et de connaissances. Je le dis souvent, à Londres, postuler sur un film, c'est un peu comme postuler au McDo, tu vois. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, genre t'envoies ton CV, on te reçoit, entretien. C'est uniquement basé sur ta motivation et tes connaissances. Puis après, t'es pris et puis tu te retrouves à bosser sur les plus grosses franchises mondiales alors que tu connais personne, tu vois. Et moi, j'ai postulé sur 300 films. Sur les 300, j'ai eu à peu près 10 réponses. Et sur les 10 réponses, il y en a un que j'ai eu. Et après, du coup, j'ai déménagé à Londres en février 2018 exactement. Et après, depuis ça, je bosse majoritairement sur des blockbusters américains. C'est franchement, déjà, félicitations pour ton parcours. Merci. Il faut le souligner, tu vois, juste par rapport à d'où tu viens, et ce que tu as pu faire, c'est vraiment ouf. Et ce que je relève aussi dans ton histoire pas mal, c'est ton rapport au cinéma très tôt. Et ça, c'est ouf, tu vois. Parce que réussir à avoir une vision sur un projet, sur un domaine en particulier, super tôt, je trouve ça hyper intéressant. Et ça montre justement peut-être ta maturité par rapport au monde du cinéma, à tout ce que tu aimais. Moi, la question que j'ai à te poser par rapport à tout ce que tu m'as dit, j'ai tellement de questions qui me viennent à l'esprit, mais surtout, c'est comment tu arrives à... En fait, quel est ton rapport avec le cinéma? Pourquoi le cinéma en particulier? Pourquoi le cinéma en particulier? Bon, déjà, on va commencer par... je vais te dire, moi, j'ai une vie assez chaotique, en général. Professionnellement, personnellement, j'ai une vie chaotique dans le sens où ça bouge tout le temps.
Ok. J'ai jamais de base solide. C'est tout le temps en constant mouvement, tu vois. Mm. Mes premiers souvenirs de moi sur Terre, tu vois, Ouais. je dois avoir à peu près 2 ans. Et c'est genre moi et ma famille, à l'époque, mon père et ma mère étaient encore ensemble. Ok. Donc c'était mon père, ma mère, mon frère, Ouais. devant la télévision en train de regarder un film. Ok. Donc moi, le cinéma, il y a un rapport familial, chaleureux, Ok. de rassemblement. Et c'est l'une des positions les plus confortables. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, Mm. déjà, j'ai ce rapport très intime avec le cinéma. Ok. Pour moi, le cinéma, et après, ça s'étend même dans le fait de fabriquer des films, Ouais. c'est vraiment une expérience communale. Tu vois, c'est un truc qui rassemble les gens. Et pour moi, c'est vraiment ça mon rapport avec le cinéma. Ok. Et c'est quelque chose que je recherche systématiquement dans la fabrication et même dans la fabrication dans le sens où quand je tourne des films Ouais. en tant que technicien et dans la fabrication même quand j'en écris. Ok. Je cherche toujours à vraiment accentuer cet aspect où tu dis je rassemble le monde. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Si, t'as très Ouais. bien répondu. Du coup, c'est vraiment ce rapport familial, ce Ouais. rapport très. Enfin, t'as eu un rapport tôt avec le cinéma. Et Exactement. du coup, très tôt, bah, tu t'es intéressé par exemple au film. Et comme tu l'as dit, toi, t'étais plus un jeune qui préférait justement regarder des films chez lui Ouais, plutôt que de faire du foot. c'est ça. Ok. Et donc en fait, j'ai vraiment ce rapport vraiment intime. Il y a un côté très rassurant, il y a un côté très... en plus, les films, ça te permet d'expérimenter des choses externes Mm. avec le confort de ton salon, tu vois. À Ok. travers un film, tu peux devenir un gangster, un policier, un espion de l'espace, tu vois, un roi de France. Tu sais, tu peux Ok. expérimenter plein de types de vie, vraiment dans le confort de ton canapé, tu vois. Mm. Et j'ai tout. Et moi, je suis quelqu'un de profondément curieux. Ok. Moi, c'est ça mon rapport avec le monde, avec la vie. C'est vraiment ça, c'est la curiosité. Je suis Ok. curieux. Je veux tout le temps apprendre. Je suis quelqu'un qui connaît très peu de choses sur beaucoup de sujets, tu vois. Ok. Donc, je suis toujours en train de poser des questions et je me dis, ah, ok, d'accord, c'est cool. Tu Ok. vois. Le cinéma, après, c'est le seul domaine dans lequel je suis vraiment allé en profondeur. Ok. Mais voilà, je pense que la curiosité, c'est vraiment ça qui drive ce truc depuis que je suis très très petit. Et le cinéma, ouais, comme je te l'ai dit, c'est... Et aussi, en plus de ça, dans ma famille, on a beaucoup déménagé. Ok. Et donc, le fait d'être constamment le nouveau, que ce soit à l'école, que ce soit dans le quartier, tu vas pas forcément sortir chercher des amis, tu vois. Ouais. Donc, tu vas rester à la maison. Et en fait, moi, ça m'a permis de me construire un monde imaginaire et une créativité. Donc, je suis quelqu'un de beaucoup plus introverti. Ok. Même si ça se voit pas tout le temps. Mais Mm. je suis quelqu'un de beaucoup très introverti. Ok. Et le cinéma, pour moi, c'est le meilleur moyen d'exprimer tout ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Ok. Et je voulais revenir sur un point hyper intéressant. Tu as parlé de curiosité. Ouais. C'est aussi un point que je pousse pas mal sur le podcast. Ouais. Parce que je pense que c'est un levier qu'on n'exploite pas assez, personnellement, tu vois. Comme tu l'as expliqué, ce qui t'anime, toi, c'est vraiment cette curiosité-là. Ok, Ouais. sur le cinéma. Ok, en fait, à Londres, il y a plus enfin, il y a tous les blockbusters qui sont faits à Londres. Ok, il y a ci, il y a ça. Et en fait, on voit qu'à travers ton chemin, ça part vraiment d'une curiosité que tu as pu exploiter. Et c'est là la puissance, selon moi en tout cas, de la curiosité, c'est que tu peux faire un tas de choses et ça t'anime et c'est vraiment limite automatique en fait. Ouais. Et alors, vraiment, tu as un sujet, ensuite tu dis ok, comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça, en fait ça fonctionne pas comme ça. Ouais. Et c'est intéressant que, moi je pense que ton parcours le montre justement, que tu arrives à exploiter cette curiosité-là à ton bénéfice. Moi j'ai aussi une question par rapport à tout ce que tu viens de nous dire. C'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer justement qui t'ont un petit peu freiné? À quel niveau? Dans Au l'industrie ou moi-même à l'intérieur? au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Ouais. Alors, tu sais, on pourrait faire un podcast entier juste sur cette question. Ok. Alors, je vais essayer de revenir au début pour t'expliquer. En fait, pour moi, en plus, c'est vraiment... on en revient au concept de ton émission, sur les croyances limitantes. Moi, j'arrive de manière très naïve, en regardant quelque chose que j'aime, et en me disant, je veux faire ça. D'accord ? Ok. Donc, ça commence comme ça, une idée très simple. Ok. J'en parle à ma mère, elle me dit, OK. Du coup, comme je te dis, pendant 5 ans,
zéro contact avec le cinéma, rien du tout. Et donc, je te parle de ça, j'ai 10 ans, donc on est en l'an 2000. Donc, c'est avant les réseaux sociaux, c'est avant YouTube. C'est le moment où, quand tu veux une information, tu n'as pas d'émission de télé sur ça. Tu ne peux pas juste, en quelques clics, trouver les trucs. Non, non. Soit il faut aller à la bibliothèque, soit il faut... donc, moi, genre, chaque bouquin, magazine, bonus DVD, où je pouvais avoir petite information, c'était quelque chose. Mais à l'époque, il n'y a rien. Ouais. Déjà, il y a l'adversité par rapport à l'entourage. Ok. C'est-à-dire que, tu vois, vient d'un milieu très, très précaire. Ok. Et comme je te le dis, les gens ne croient que ce qu'ils voient. Donc toi, tu arrives, tu as 10 ans, et tu dis à tout le monde, adulte comme enfant, que tu veux faire du cinéma. Dans un concept où personne ne connaît quelqu'un dans son quartier qui fasse du cinéma. Si j'avais dit je veux devenir joueur de foot, on peut tous pointer le doigt sur quelqu'un dans notre quartier qui est devenu joueur de foot. Si tu dis je veux faire de la musique, il y a toujours quelqu'un qui fait de la musique. Mais à l'époque, je dis je veux faire du cinéma. Ouais. Et c'est un concept... tout le monde me dit mais il n'y a pas de renard dans le cinéma. C'est le premier truc qu'on me dit à l'époque, tu vois. Mais il n'y a pas de renard dans le cinéma. Et tu veux faire quoi? Et en plus, moi, quand je dis ce que je veux faire, à l'époque, mon exemple, enfin celui qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est Jackie Chan. Okay. Et Jackie Chan, je crois que c'est lui qui détient le record du mec qui a eu le plus de postes sur un film. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un film où il a fait réalisateur, producteur, scénariste, acteur, cascadeur, chorégraphe. Tu regardes la liste, il est vraiment dans le Guinness Record. Ah ouais, et moi, c'est un exemple pour moi depuis que je suis très très petit. Okay. Et donc, en fait, quand on me pose la question, on me dit, ouais, moi, je veux réaliser, je veux produire, je veux écrire. Et en fait, les gens me disent, mais t'es fou. Donc, il y a ce premier truc-là, tu vois. Et à l'époque, pour t'expliquer comment ça a commencé, tu vois, à l'époque, je regarde un documentaire sur Jean-Claude Van Damme, sur M6. Ok. Et le documentaire te parle de sa carrière. Et c'est intéressant parce que c'est un documentaire après qu'il ait eu son gros succès, qu'il soit allé aux États-Unis, qu'il ait fait des films de fou et tout. Et à la toute fin du documentaire, il y a un monologue où il parle des bruits du monde et du silence de l'âme. À cette époque-là, j'ai genre 10 ans. Okay. Donc j'ai 10 ans. Parce que je me souviens, on venait d'arriver à la Courneuve. Et là, il dit, il y a les bruits du monde, il y a le silence de l'âme. Et il dit, dans le monde, il y a les gens qui te diront toujours, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Et il y a le silence de l'âme qui est juste le truc que tu as envie de faire, en fait. Okay. Et c'est un tout petit son comme ça. Et il dit que tant que tu te concentres sur ce bruit-là, et pas sur les bruits du monde, il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Et j'avais l'impression qu'il me parlait à moi à ce moment-là, tu vois. Et en fait, j'ai intégré ce truc-là. Okay. Donc, les challenges, ça a été l'entourage. Okay. Après, je me souviens même quand j'ai... Tu sais, à l'époque, on devait... t'es au collège, t'es en 3e, et tu dois postuler pour le lycée dans lequel tu veux aller. Et je me souviens... Parce que moi, en fait, à l'âge de 12 ans, c'est le moment où j'ai compris que l'école, c'était pas pour moi. Okay. Mais de manière très, très consciente. Hein. Et je me suis dit, à 12 ans, j'ai abandonné, mentalement. Je me suis dit, en fait, il n'y a rien dans ce que je veux faire. Il n'y a rien de ce que j'apprends ici qui va me mener à ce truc-là. Et du coup, j'étais pas un fouteur de merde. J'étais juste le gars qui discutait avec ses potes au fond de la classe, tu vois. Et j'étais juste tout le temps distrait et pas concentré. J'avais pas envie de faire mes devoirs, j'avais pas envie de faire tout ça. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait une prof qui me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, je dis, je veux faire du cinéma. Et elle me dit, mais attends, t'habites où? Je dis, j'habite là. Et elle me dit, c'est quoi le lycée à côté de chez toi? Je dis, c'est un lycée où on fait de l'horticulture et de l'hôtellerie. Elle me dit, postule là. Et je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais parce que c'est juste à côté de chez toi. Je dis, mais moi, je veux faire du cinéma. Et je dis, non, mais c'est juste à côté de toi, c'est facile. Et tout. Et donc, moi, j'écris ça. Je mets le lycée qui était juste à côté de chez moi à l'époque, qui faisait de l'horticulture et tout. Et mon frère, qui d'habitude ne regardait jamais mes devoirs, il me laissait tout le temps faire mon truc, ce jour-là, il me dit, fais voir. Non. Ouais. Ce jour-là, il me dit, tiens, regarde. Okay. Et il regarde le truc, et il voit horticulture, et il voit le nom du lycée à côté de chez nous. Il me dit, pourquoi t'as mis ça? Il me dit, mais c'est ma prof de maths. On a rempli les dossiers aujourd'hui et tout. Et là, première fois de ma vie, il s'énerve devant moi et tout. Il me dit, qu'elle aille se faire foutre. Efface le truc, mets ton truc de cinéma et tout. Ça, c'est des gens qui n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Et du coup, quand toi, tu veux faire quelque chose, ils se disent que non, toi, tu n'y arriveras pas. Vu qu'eux n'y sont pas arrivés, toi aussi, tu n'y arriveras pas. Et donc, efface ce qu'elle t'a dit de mettre et mets cinéma. Je mets cinéma et j'ai été pris, en fait.
Et quand j'ai été pris, je suis Ouais. allé la voir et je lui ai montré. Je lui ai dit, tiens, j'ai été pris dans ce lycée-là et tout. Et vraiment, Ouais. elle m'a pas répondu. Elle est tournée et est partie. Ok, purée. Et C'est fou. tu vois. Et, Mm. et à l'époque, encore Mm. dans le délire Jackie Chan, Mm. je recherchais une école de cascade parce que c'est ça que je voulais faire et tout. Ouais. Et je me souviens que j'avais un prof de sport qui me dit Joël, pourquoi tu cherches tout le temps les trucs qui n'existent pas? Je me Mm. souviens de cette phrase, Ouais. tu vois. Pourquoi tu cherches tout le temps les trucs qui n'existent pas? Alors que moi, c'est toujours ce truc naïf de, bah, tu sais, j'ai vu ça dans un film, j'ai vu ça dans un making-of et je me dis, Ouais. tiens, je vais essayer. Et donc, tu as l'adversité, donc encore de la pensée, de l'entourage. Ouais. Après, c'est dans l'éducation, donc à Ouais. l'école. Puis après, il y a le moment où bah, je commence à faire mes premiers trucs. Mm. Et là, tu te retrouves confronté à l'industrie. Donc là, c'est avant cinéma. C'est dans la partie où je faisais des making-of. Ok. Et jusqu'à la partie où je faisais des clips. J'arrive dans une industrie où c'est vraiment très hiérarchisé. Ok. Tu vois, tu as le superviseur. C'est un peu organisé comme une cuisine. Dans une cuisine, tu as un chef, tu as un sous-chef. Ok. Après, tu as différents cuistots dans différents domaines. Tu as ceux qui sont spécialisés sur la viande, les salades, les sauces. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, un tournage, une équipe de tournage, c'est un peu organisé de la même manière. Ok. Quand tu arrives en sachant exactement ce que tu veux faire, Mm. en fait, tu sais que toi, l'information que tu veux, elle est là-bas. Ouais. Sauf que tu commences ici. Et toi, quand tu dis comment on fait le truc là-bas, en fait, on te dit non, reste à ta place. Mm. On t'apprend à faire ce que tu dois faire ici. Mm. Et après, quand la personne se sentira d'envie, Ouais. là, elle te donnera l'information. Ok. Mais moi, j'ai pas envie d'attendre. L'information, je veux l'avoir maintenant. Mm. Ça veut pas dire que je vais aller là-bas tout de suite, mais je veux juste avoir l'information. Ouais. Tu vois? Mm. Parce qu'encore une fois, la curiosité. Moi, l'information, c'est ma nourriture. Tu vois? Ok. Et donc, je dis, mais j'ai envie d'aller là-bas. Et puis, à chaque fois, on me dit, reste à ta place. Reste à ta place. Mm. Et donc là, c'est le challenge de l'industrie, tu vois. Mm. Où en fait, à chaque fois que tu veux faire un truc, on dit non, écoute, reste à ta place. Et du coup, moi, comme je voulais pas rester à ma place, je me suis jamais fixé à une équipe. Ok. Parce que se fixer à une équipe, c'était souvent se fixer à la logique de telle personne. Mm. Et en fait, c'est comme ça que j'ai permis de sauter des étapes. Parce Ouais. que tout d'un coup, je passais d'une équipe. Avec ce que j'avais appris, j'allais postuler vers une autre équipe, un Ouais. truc un peu plus élevé. Mm. Et puis après, c'est comme ça que je bougeais, en fait. Ok. Et même si c'est quelque chose que j'avais pas forcément envie de... Parce que dans ma tête, encore une fois, regard très, très naïf sur les choses. Mm. Après, il y a eu le challenge racial et Ouais. social. Ok. Où, déjà, socialement, on va le dire, je suis un mec bizarre. Ouais. Je suis un mec chelou. Dans le sens où j'ai pas les mêmes goûts que tout le monde. Ok. Tu vois, je parlais comme ça à l'âge de 8 ans. Donc les gens ils se disaient... Parce que je regardais beaucoup de films. Ouais. Films avec des adultes. Mm. Vu que je regarde beaucoup de films, je commence à parler comme un adulte. À Mm. l'âge de 8 ans, tu vois. Mm. Donc je suis un mec chelou qui parle comme un adulte, tu vois. Mm. Et j'ai pas les mêmes goûts que tout le monde. Quand tout Mm. le monde... tu vois, aujourd'hui, je sais que c'est reconnu de jouer aux jeux vidéo, de regarder des animés, Mm. tu vois. Mm. Alors que au début des années 2000, t'étais un mec bizarre, c'était un Mm. truc de niche. Moi, je me souviens, on me disait toujours que j'étais un gamin quand on était au collège, parce que genre j'assumais clairement que j'aimais bien à l'époque, enfin le gros truc de l'époque c'était Pokémon. Mm. À chaque fois qu'on devait proposer, tu sais, quand on voulait sortir le mercredi Mm. après-midi pour aller voir un film, Mm. je proposais toujours des films chelous, des trucs de Hong Kong, et les gens ils me disaient, mais genre, qu'est-ce que tu... Ouais. Genre, pourquoi tu veux aller voir ça alors Mm. que, je sais pas c'est quoi les films qui sortaient à l'époque, mais... Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui était en marge. Ok. Et du coup, c'est très compliqué de me mettre dans une boîte, de me mettre dans un groupe et de me mettre dans un style. Ce qui est même bizarre parfois dans les conversations, où quand je discute avec des gens, Ouais. en fait, je me rends compte qu'ils ne m'écoutent pas. Mm. En fait, ils sont en train d'analyser ce que je dis pour savoir dans quel groupe ils peuvent me mettre, tu Ouais. vois. Donc, en fait, on discute et je regarde la personne qui me scrute un peu comme ça. Et dans ma tête, au début, je me dis, non, en fait, la personne elle est vraiment impliquée dans la conversation. Mm. Et en fait, je suis en train de parler d'un sujet et la personne elle me dit, ah, mais en fait, t'es un Renoir de la hype, toi, en fait. Enfin, je dis, je suis un peu connecté avec la culture, mais non, je suis pas forcément un mec de la hype. Mm. Après, la discussion, elle continue. Ah, mais t'es un mec du sport, en fait. C'est ça, tu fais du basket? Mm. Je dis, non. Puis après, on commence à parler hip-hop, par exemple. Et puis, Ouais. ah, mais donc, en fait, t'es un mec de la musique, tu fais du rap. Et je dis, bah, non. Mm. Et tu sais, en fait, je suis un peu... Tu sais, en fait, quand je suis curieux, Ouais. je gravite un petit peu partout. Et en fait, le fait que tu peux pas vraiment me mettre dans une boîte, je pousse la personne en face à faire un exercice supplémentaire pour savoir comment se comporter avec moi ou comment me traiter. Et donc, du coup, il y a ce challenge-là aussi Ok. de ne pas vouloir correspondre au code général simplement parce que j'ai envie d'être authentique. Je préfère être moi-même, tu vois. Et en fait, quand tu ne corresponds pas au code,
ça va être un challenge. Tu vois, moi, je viens sur les tournages habillé comme ça. Ok. J'ai pas le classique habillé tout en noir avec les chaussures de sécurité ou les Air Max avec le jean et le manteau noir et tout. Je viens pas sur les tournages comme ça. Je viens comme je suis, en fait. Et l'aspect positif, c'est que je suis authentique. Ouais. Je suis moi-même. Donc, quand tu deals avec moi, tu sais avec qui tu deals et tu sais tout de suite dans quoi tu te lances. Le challenge, après, là, c'est un challenge auto-imposé, tu vois. C'est que je fais le choix de ne pas utiliser l'uniforme classique. Mais du coup, il y a un doute constant pour savoir est-ce que je suis vraiment légitime ici. Est-ce que je sais vraiment faire le taf. Le fait que je sois souvent le seul noir sur le plateau. Du coup, la première question que les gens ont, c'est mais qu'est-ce qu'il fout là? Comment il est arrivé ici? Tu vois? Donc moi, j'ai des gens des fois qui viennent me parler sur les films. Et vu que ça fait maintenant 16 ans que je suis dans ce milieu-là, en fait, je sais qu'ils me font parler simplement pour arriver à un moment où on est suffisamment confortable pour me dire mais comment t'es arrivé ici en fait? Et c'est tout le temps comme ça, sur chaque film. Et même maintenant que j'ai des postes à responsabilité, la légitimité, elle est toujours remise en cause. De un, parce que c'est super rare d'avoir un technicien noir sur un plateau. Et de deux, parce qu'en plus de ça, visuellement, je ne ressemble pas au technicien classique. Et en plus de ça, comme j'ai une gamberge un peu différente, je suis quelqu'un qui va... Et ça, c'est plus un truc que j'ai appris en France, en travaillant en France, où je vais à l'essentiel. En France, on m'a toujours appris, en tout cas sur les tournages, à pas... te complique pas la vie pour rien. T'as un truc lourd à soulever, te tue pas le dos pour le taf. Appelle un collègue, vous allez soulever à deux. Plutôt que de te compliquer la vie, c'est cherche à te rendre les choses très très simples. Sauf que quand tu vas bosser avec les anglo-saxons, tout est très hiérarchisé. Et les choses ne font pas forcément sens. C'est en mode, ça c'est telle personne qui le fait, ça c'est telle personne qui le fait. Alors que moi, je ne vais pas attendre 20 minutes que l'autre personne soit disponible pour faire le truc, donc je vais le faire maintenant. Donc j'ai tendance à faire les choses de manière un peu inconventionnelle. Et ça ne rassure pas les gens. Même si à la fin, le travail, il est fait. Mais ça ne rassure pas les gens dans un premier temps en se disant... donc ouais, tu vois, il y a tous ces challenges-là qui se mettent en place. Et il y a des challenges sur lesquels je ne peux pas y faire grand-chose. Parce que tu vois, quand j'arrive et qu'une personne doute du fait que... elle se demande est-ce qu'il est légitime ou pas, ça, je ne peux rien y faire. Ça, je peux rien y faire. Et en plus de ça, ce que j'ai fini par comprendre avec le temps, c'est que quand une personne s'est persuadée que tu étais quelqu'un de stupide, il n'y a rien que tu puisses faire pour leur faire croire l'inverse. Donc ça ne sert à rien d'essayer de... J'ai essayé. Et en plus, souvent, le moment où tu as envie de montrer qu'en fait, tu es légitime, c'est le moment où tu fais que des erreurs. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, c'est un combat perdu. Et là, c'est ça. Joël, j'ai trop de questions. Je sais. Mais moi, en fait, j'étais en train de te parler, je me disais, il y a beaucoup d'informations. Non, mais en fait, le truc, c'est que je peux t'écoute pendant des heures parce que vraiment, j'ai trop de questions. Et j'ai une question, tu vois, qui est... donne-moi une croyance limitante qui t'a marqué, mais carrément, je ne vais pas te la poser parce que tu as répondu justement. C'est ouf que à travers ton parcours, si je résume bien ton parcours, tu as eu des challenges par rapport à ton entourage, par rapport à l'éducation, par rapport au poste et aux responsabilités qu'on t'a donné et l'environnement de travail. C'est ça. Et c'est ouf que moi, ce que je vois, c'est que ce qui t'a permis de déjouer tous ces challenges-là, c'est ta croyance. Parce que toi, au fond, tu t'es pas mis de barrière. Et c'est ça le problème quand on vient d'un certain milieu social, c'est qu'on te range vite fait dans des cases. T'es un Renoir comme ça. Si t'es un Renoir, tu peux pas écouter cette musique, tu peux pas faire du handball, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et ça, c'est un message aussi que je veux véhiculer avec le podcast. C'est que c'est pas parce que t'es un Renoir, c'est pas parce que t'es un mec issu de cité ou peu importe, que tu dois forcément correspondre à des cases. Tu peux être un Renoir, aimer le rock, aimer ci, être curieux par rapport au cinéma, être curieux par rapport à la mode. Aujourd'hui, après, je pense que toi, à ton époque, c'était, je pense, encore pire. Aujourd'hui, on voit que ça commence à se démocratiser. À ton époque, il y avait vraiment personne. Tout le monde était vraiment très dogmatique, tu vois. Mais c'est ouf. Et moi, j'admire beaucoup ce côté authentique. Et je pense qu'on devrait tous s'inspirer de ça au quotidien. Et cette curiosité à réussir à la mettre en place. Tu vois, d'éviter qu'on te mette constamment dans des cases. Reste à ta place, reste à ta place. Je trouve que ça, c'est l'une des pires choses par rapport à la curiosité. C'est vraiment, calme-toi. En fait, t'es curieux, mais calme-toi. Non,
En fait, si tu as envie d'apprendre plus, prends cette énergie, prends cette envie, va apprendre plus des autres, va leur poser des questions. Et même, je trouve que dans ton travail à toi, ça t'apporte même plus de créativité parce que tu es exposé à différents avis. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, j'étais là, je t'écoutais et je me disais, mais purée, j'ai trop de questions à lui poser. Que ce soit par rapport au monde anglo-saxon, que ce soit par rapport aux croyances et comment tu as déjoué. Mais franchement, j'ai adoré t'écouter parce que pour moi, c'est l'exemple même des croyances limitantes. Vu que tu étais persuadé, dès que tu étais petit, que en fait, tu pouvais le faire, il n'y avait rien qui t'empêchait, et que tu allais écouter le silence de ton âme, tu allais y arriver. Alors attends, faut toujours rendre à César, ma mère. Ok, ouais. Elle m'a donné une clé dans la life que, en fait, c'est une phrase très très simple. Mais par exemple, moi, quand j'ai commencé, au tout début, j'étais très, très, très timide comme garçon. Donc, parce que timide, beaucoup dans l'observation. Et en fait, pour toutes les raisons que je t'ai exposées, du fait que je suis un peu un mec chelou, je suis un peu un mec en marge, j'ai beaucoup été critiqué, petit. Les copines de ma mère, mes tantes, mes cousins, parce que je correspondais à aucun code. J'étais relou, j'aime pas le foot. Tu vois, donc j'aime pas le foot, donc tout d'un coup, tous les garçons, c'est chelou, t'aimes pas le sport, t'aimes pas sortir. J'étais pas à fond dans la mode à l'époque, donc quand on me sortait, t'as vu la dernière basket et tout. Non. Le seul truc qui m'a sauvé à l'époque, c'est que j'avais une culture de hip-hop de bâtard. Je connaissais tous les rappeurs, tous les crews, je connaissais les beatmakers à l'époque. Aujourd'hui, c'est connu, tu vois. On fait des interviews de beatmakers à la truc. Mais moi, à l'époque, j'étais le gars qui achetait les albums, qui lisait les livrets. Donc, je savais qui avait produit tel truc. Mais il y avait que moi à l'époque, tu vois. Où les gens qui étaient vraiment à fond dedans, mon frère, il achetait les magazines. Et donc, on voyait les rap mag et tout. Donc, c'est moi, je lisais les trucs comme ça et tout. Et donc, j'avais une connaissance hip-hop de dingue. Et c'est ça qui m'a sauvé un peu. Tu vois. Parce que, tu vois, être un Renoir, être un nerd, surtout à la Courneuve, 93, tout ça, tu vois, à l'époque, c'était très, très compliqué, tu vois. Et... Attends, j'ai oublié ta question. Je suis parti dans un truc, j'ai oublié ta question. Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est aussi en mode discussion. Mais c'est intéressant parce que je me reconnais beaucoup en toi, tu vois. J'ai beaucoup eu ce truc de... comment dire, d'outsider. Excuse-moi, mais oui, on va revenir. Pas de souci. De nerd, tu vois, de vraiment kiffer certains sujets, kiffer par exemple certaines musiques, kiffer certains sujets. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu pars avec un gros désavantage qui est en fait, tout va contre toi et tu arrives quand même à y aller. Et tu as dit que justement, ce qui t'avait aidé, c'est ta mère. Et je veux bien que tu approfondisses parce que c'est intéressant. En fait, je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à très récemment à quel point j'avais intégré toutes les petites insultes et les petites critiques que j'entends depuis que je suis petit. Par rapport à ma manière de m'exprimer, par rapport à mes goûts. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point en fait, la source de mes insécurités venait de ce truc-là. Parce qu'on m'a toujours critiqué, on m'a toujours... tu vois, quand tu ne corresponds pas au code, les gens te le font payer assez cher. Parce que justement, tu les pousses à faire un effort pour pouvoir dealer avec toi. Parce que on deal pas avec toi comme on deal avec la majorité des personnes. Donc, il y a un effort supplémentaire que tu demandes aux gens, mais les gens, en général, ils veulent quelque chose de facile. Me fais pas travailler, tu vois. Et par rapport à ça, on m'a beaucoup critiqué et je me rendais vraiment pas compte à quel point j'avais intégré toutes ces critiques que j'avais entendues depuis que j'étais très, très petit. Mais ma mère, c'était le seul soutien. Quand je voulais pas sortir avec tous les petits qui me forçaient à aller taper des foot, elle disait « Non, mais il aime pas sortir. Il reste avec moi. » Quand les tantines, les tantes me critiquaient et tout, elle était toujours là, c'est mon petit, tu vois. Et surtout depuis qu'on est très, très petit, et ma mère, c'est ma meilleure pote, tu vois. Je lui ai toujours parlé de tout, je lui dis beaucoup de choses, surtout ce qui se passe dans ma tête, tu vois. Et en fait, à chaque fois que je lui exposais des doutes qui étaient formulés par rapport à toutes les critiques que j'entendais avant, je lui donnais déjà ce que j'avais envie de faire. Et après, il y avait toutes les croyances limitantes qui se mettaient en place. Mais tu vois, j'ai envie de faire ça, mais en même temps, pourquoi moi je sais pas si je vais y arriver et tout. Et ma mère, elle m'a donné cette clé qui était le pourquoi pas. Et en fait, c'était le seul truc qu'elle me donnait. Et j'avais rarement des réponses à ça. Parce que je me rendais compte que tous les doutes que j'avais c'était que dans ma tête, en fait. Et en fait, elle me disait, mais pourquoi pas? Et en fait, j'avais pas de réponse. Et du coup, j'essayais et ça marchait. Après, je reviens encore, j'ai envie de faire ça et tout. Pourquoi pas?
j'essaye, ça marche. Et en fait, ce truc-là, ça a tout drivé. Par exemple, et là, c'est le moment où ça devient un petit peu particulier, même spirituel. Moi, je suis très croyant. Ok. À l'âge de 14 piges, je m'en souviens encore aujourd'hui, hein. À l'âge de 14 piges, je regarde une interview à la télévision. Et c'est une interview de Jet Li qui est invité chez Marc-Olivier Fogiel pour présenter un film. Ok. Et il parle de Luc Besson, parce que le film était produit par Luc Besson. Et il lui dit, ouais, c'est Luc Besson qui a rendu le projet possible, c'est lui qui l'a écrit. Gna, gna, gna. Moi, dans ma tête, je me dis, ce serait pas mal un jour de bosser avec Luc Besson. Mais un truc comme ça, Ouais. 7 ans plus tard, Cité du cinéma, École de la Cité, Luc Besson. Encore, au lycée, à l'époque, je me souviens, clip de Nesbill, Le loup dans la bergerie. Ok. Je suis posé avec des potes, on est chez un pote, on est sur le site internet de Chris Macari, et on regarde le clip du loup dans la bergerie de Nesbill. Et mon pote, il me fait, ce serait pas mal de bosser avec ce type-là. Et moi, je fais, ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Quelques années après, mon frère devient pote avec Chris Macari. Ensuite, Chris Macari décide de renouveler son équipe technique. Ok. Je bosse avec Chris Macari. Très jeune, je dois avoir 12 ans. Je regarde une émission à la télévision où je vois pour la première fois de ma vie, je vois des images de making-of de comment on tourne un film. Et c'était Spider-Man de Sam Raimi. Ok. Et je regarde et je me dis, ce serait pas mal de bosser sur un film américain comme ça à voir. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. 25 ans plus tard, même 27, 28 ans, boum, je bosse avec Marvel, je bosse avec Lucasfilm et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, en fait, à chaque fois, ça a commencé comme une idée comme ça. Quand j'ai eu des limites, ma mère, elle me dit, pourquoi pas ? Et après, je vais au bout du truc et je me rends compte, mais en fait, ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, pour moi, l'impossible, c'est un concept très, très flou. Et des fois, c'est un challenge. Des fois, ça me met dans des situations assez particulières parce que tout d'un coup, rien ne devient impossible. Je dis, mais si, ça va marcher. On me dit, non, mais fais attention comme ça. Je dis, mais si. Et donc, en fait, tu rates beaucoup parce que pour le coup, un plan réussi, c'est souvent 9 de ratés juste avant. Mais du coup, maintenant que je sais que c'est possible, je m'en fous. Genre, l'erreur, je me dis que les erreurs et les échecs, ça fait partie du process pour qu'ensuite, tu arrives à la réussite. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai un rapport très... pragmatique et pas émotionnel du tout par rapport à mes objectifs et comment les remplir, quoi. Ok. J'ai une question hyper intéressante. Vraiment, je suis vraiment passionné par ce que tu dis parce que déjà le fait que, ok, tu t'es été exposé, tu t'es dit pourquoi pas. En fait, tu vois que quand tu parles, il n'y a pas de limite. Non. Et le truc, c'est que t'es backé parce que tu l'as fait aussi, tu vois. C'est parce que tu as pensé, tu t'es dit pourquoi pas. T'as donné les moyens et t'es arrivé. Et c'est ouf. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais justement à un jeune qui peut se retrouver dans la même situation que toi ? Par exemple, il peut grandir à la Courneuve, dans 93, dans un milieu social différent. Et ce jeune-là qui nous écoute, il a envie de faire énormément de choses. Mais malheureusement, son entourage, il l'accompagne pas ou justement, ils sont pas, comment dire, ils l'aident pas sur ce projet-là. Qu'est-ce que toi, tu lui conseillerais ? Il suffit de le faire. J'ai eu une très très grosse dépression. En 2013. Je peux te dire, c'est en septembre 2013. Ça a duré 1 an et demi. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma life. Parce que moi, j'ai l'impression que ma vie, elle a commencé à 25 piges. Moi, jusque-là, j'ai l'impression que ma vie, j'étais fait pour être un adulte, en fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai beaucoup de respect et d'affection pour le passé, mais je ne suis pas nostalgique du tout. Parce que moi, si je retourne à mes années dans l'enfance, l'adolescence, c'était de la merde. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était de la merde, c'était des galères. On a toujours vécu dans la précarité avec ma famille. On a été SDF plusieurs fois. On a vécu dans des, tu vois, entre les hôtels... les centres d'hébergement, le 115, tous ces trucs-là et tout, tu vois. Ça a toujours été très, très galère pour nous. Mais il y a toujours eu cette union familiale qui fait que... on a toujours gardé le cap, tu vois. Et c'est même un truc particulier dans ma famille, c'est qu'on est des putains de chats, tu vois. À chaque fois, on retombe sur nos pattes. Et au point où tu parles à tous les membres de ma famille, on a tous des croyances un peu folles. Genre,
Ma mère, c'est une version décuplée de moi, tu vois. Ah ouais. Moi, des fois, ma mère, elle fait Ouais. des trucs... Mm. Tu sais, je me souviens, un jour, elle m'envoie une photo. Ma mère n'a pas de permis de conduire, tu vois. Ok. Elle conduit pas. Mm. Et un jour, elle m'envoie un message. Je suis en tournage, donc à Londres. Elle m'envoie une photo d'elle à côté d'une voiture sur WhatsApp. Mm. Et je lui dis, c'est quoi? Et elle me dit, c'est ma voiture. Et je dis, comment ça? Elle me dit, bah, j'ai acheté une voiture. Je dis, mais tu conduis pas? Elle me dit, mais c'est pas grave. Et elle me dit, non, j'ai acheté une voiture pour pouvoir aller la vendre en Afrique. Et je fais, ok. Je finis le tournage, je rentre en France pour lui rendre visite. J'arrive en face de chez elle et je vois la voiture sur le parking. Et je fais, mais comment t'as fait pour la ramener jusqu'ici? Elle me dit, je vais demander à quelqu'un. Je dis, mais tu l'as payé? Non. Je dis, ok. Et je lui dis, mais tu sais comment tu vas la ramener en Afrique, la voiture? Elle me dit, non. Et en fait, tu vois, ce sens un peu de, non, mais on va y arriver, en fait. Mm. Et en fait, il suffit de le faire. Et naturellement, Ok. les choses se mettent en place. Et si c'est pas fait pour toi, Mm. les obstacles se mettront en place naturellement et tu verras que c'est pas possible. Mm. Mais je pense qu'il faut tout autant embrasser les échecs autant que les réussites. Ok. Les deux, ça fait partie du process. Faut pas trop se focaliser. Moi, je le dis tout le temps, le bonheur, c'est surcoté. Ok. Faut pas tout le temps se focaliser sur la ligne d'arrivée. Mm. D'ailleurs, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné dans l'industrie du cinéma, c'est que l'important, c'est dans le chemin. C'est pas Ok. la destination finale. Mm. Vraiment, la richesse, elle est dans le chemin. Mm. Et donc, si je devais réellement donner un conseil, c'est il suffit de le faire, il suffit de se lancer, en fait. Ok. Tu fais avec les moyens du bord. Et t'avances. Et c'est un chemin très, très solitaire. Mm. C'est pour ça qu'il faut établir la relation que tu as avec toi-même. Mm. Moi, je suis mon meilleur pote, tu vois. C'est bizarre à dire comme ça, mais je suis mon meilleur pote. Mm. Je suis Ça devrait quelqu'un pas. qui... Ouais, ça devrait pas. Ouais. Mais tu vois, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on est Bien constamment dans le paraître, dans ce que les autres pensent de nous, dans le Mm. nombre de likes et dans tout ça. Et il n'y a pas assez ce travail interne, tu vois. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus confortable tout seul qu'accompagné, tu vois. Mm. Je suis... Et donc, ouais, c'est un chemin très, 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 très solitaire. Ok. D'être qui tu es Mm. et de faire ce que tu as envie de faire. Donc, moi, je dis, il faut juste se lancer et il ne faut pas écouter les bruits du monde. Il faut le faire. Faut écouter le silence de son âme. Exactement, tu vois. Big up à Jean-Claude Van Damme. Si tu nous écoutes. Tu vois. Mais non, il n'y a que ça, en fait. Mm. Il suffit de le faire. Ok. Donc Ouais. pour toi, vraiment, concrètement, c'est... Tant pis, tu trouveras les moyens de le faire. Juste fais-le. Et Ouais. forcément, tu auras des gens qui vont aller contre toi. Je pense, même si tu as le soutien de ta famille, Ouais. tu auras quand même des personnes qui seront contre toi à un certain Toujours. moment. Donc, Toujours. autant faire avec directement. Toujours. Comme tu as dit, faire avec les moyens du bord. Ouais. Aujourd'hui, je vois pas ce qui nous limite, concrètement. On a accès à tellement d'informations. Si je prends ton cas, il y a, par exemple, 10-20 ans, il n'y avait pas autant d'informations disponibles. Aujourd'hui, c'est tellement simple. Tu vas sur YouTube, Non. Ouais. tac, 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 tu tapes, paf. Aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Mm. Le matériel, il est tellement... Après, là, je parle spécifiquement de cinéma, mais ça Bien sûr. s'applique à tous les domaines, tu vois. Mm. Tout est accessible. Tu sais pas Mm. faire un truc, tu tapes. Tu sais quoi? J'ai même un truc sur les tournages de blockbusters américains. Des fois, on va sur YouTube Mm. pour trouver des solutions de comment on va faire C'est la ouf. prochaine scène. On est sur Mm. des gros blockbusters à Mm. des millions de dollars. Mm. Et on est là sur le téléphone, sur YouTube, en mode, ouais, comment on fait ça? Comment ils ont fait sur ce film-là? Puis on regarde le truc et puis on dit, ah, on voit un tuto. Mais on voit le tuto d'un mec qui fait des films dans son jardin dans le Michigan, tu vois. C'est un truc. Et le mec, il montre comment il a fait son truc à l'iPhone. Ouais. Et on utilise la même technique sur un blockbuster américain. C'est ouf. Et c'est beaucoup plus pratique Mm. que ce que les gens pensent. C'est beaucoup plus concret. Il Mm. n'y a pas de science à avoir. Faut juste le faire. Il n'y a pas de conseil plus efficace que ça. Il suffit de le faire et accepter le fait que c'est un chemin très solitaire. Mm. Et que le moment où tu vas arriver à tes objectifs, souvent, Ouais. c'est là que tu vas commencer à attirer les regards, l'attention et toutes ces choses-là. Mais encore une fois, ça fait partie des bruits du monde. Il ne faut pas y faire attention. Moi, les critiques, ça rentre, ça sort. Les compliments, ça rentre, ça sort. Ok. Parce que je ne veux pas non plus me conforter dans une position où je me dis, c'est bon, je suis arrivé. C'est Pour moi, extrêmement dangereux, je trouve. c'est super dangereux. Mm. C'est pour moi, le succès, c'est comme l'étoile dans Mario. Mm. C'est pas une destination, c'est un process. Ok. Ça veut dire que quand tu joues dans Mario, quand tu attrapes l'étoile, tu sais, t'as la musique, Ouais. t'es en multicolore et Ouais. tout. Et dans ce moment-là, tu es super rapide et tu es invincible. Tout ce Ouais. que tu touches, ça s'écroule. Tout ce que tu touches, ça explose. Tu n'as aucun obstacle. Tu peux aller super vite jusqu'à la fin.
Et pour moi, le succès, c'est ça. C'est un process, c'est une période de temps, c'est une parenthèse où dans cette période-là, tout d'un coup, il y a tout qui va dans ton sens et après, c'est que les choix que tu fais. Mais c'est un truc qui se crée qui se crée dans le process, quoi. Et puis c'est un truc qui arrive souvent aussi quand t'as un petit peu de succès, d'un coup tu prends les choses de haut, tu dis ah mais en fait je suis bon, pourquoi je devrais les écouter, et en fait au final c'est un process qui peut te faire aussi régresser. Tu vois, genre tu progresses, t'as fait genre je sais pas moi un tout petit peu de progrès, ça y est c'est bon, je les écoute plus, ce que je fais c'est mieux, carrément tu fais beaucoup moins de travail, et en fait tout ça peut t'amener à justement être comment dire, être beaucoup moins productif sur le long terme. Et comme tu l'as dit, le succès, c'est aussi sur le très très long terme. Tu as des périodes où justement tu vas avoir cette étoile où tu vas pouvoir tout casser. Mais il faut aussi savoir prendre la hauteur, comme tu l'as bien expliqué, mais de prendre un compliment et de le sortir aussi. Parce qu'il faut se concentrer sur ce qui est concret au final. C'est-à-dire la tâche en question. Il n'y a pas de... J'ai vu beaucoup de gens aussi pouvoir se faire manipuler par rapport à ça. Parce que... en fonction de l'industrie dans laquelle tu bosses, et là on parle de l'industrie du spectacle, tu vois, on parle du divertissement, du show business comme ils disent, c'est un milieu avec tellement de tentations. Et quand tu te connais pas, tu peux commencer à... Et c'est que des trucs factices, c'est que des trucs fake en fait. Tu vois. Et quand tu te connais pas, et quand tu n'as pas des objectifs, des objectifs clairs, nets et précis, tu peux vite te faire des sorties de route par rapport à ça, en fait. Tu peux... c'est des tentations. Tu peux finir par croire ce que les gens te disent. Quand une personne te dit « tu ne travailleras plus jamais dans cette industrie parce que tu t'es embrouillé avec cette personne », si tu y crois, ça s'arrête. Ou des gens qui disent « non, mais là, c'est bon, avec le dernier succès que tu as eu, c'est bon, il n'y a rien qui t'arrêtera. » Moi, j'ai eu... de par ma curiosité, j'ai jamais eu d'ego. J'ai un ego assez particulier. En bossant dans cette industrie, je me suis rendu compte que tout le monde voulait être calife à la place du calife. Mais personne ne se rend compte de la qualité et des bénéfices incroyables d'être le second, d'être le numéro 2. C'est-à-dire ? Ou d'être dans l'ombre du mec qui est au top. Tu sais, tout le monde veut tellement être numéro 1. Ils comprennent pas que non, mais si tu deviens l'ombre ou l'assistant du numéro 1 actuel, tu chopes son carnet d'adresse, son expérience, et tu le vois traverser tous les obstacles et tous les challenges que toi, tu vas devoir rencontrer quand tu seras à sa place. Mais pour pouvoir savoir ce qui se passe sans être déjà dans l'œil du cyclone, accepte d'être le numéro 2. Sois l'assistant sois l'assistant de quelqu'un pendant 2-3 ans. Donne 2-3 ans de ta life, donne ça. Et tu vois tout à travers. J'ai tellement appris. Tu sais, j'ai beaucoup appris de Luc Besson, mais j'ai encore plus appris malgré lui. C'est-à-dire ? Juste en l'observant. Il y a les conseils qu'il te donne, mais il y a ce que tu vois de lui, comment lui il se comporte, comment lui il bouge, comment lui il fait son truc. Et tu fais des ajustements. Pareil avec Chris McCarry. Je l'ai vu faire, et il y a ce que lui m'a appris directement, et il y a ce que j'ai appris en l'observant. Et ce que j'ai appris en l'observant, c'est beaucoup plus. Enfin, il y a beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment laisser son ego à la maison. Tu viens et tu fais ce que tu as à faire. Et des fois, tu acceptes, je suis numéro 2 et je vais le meilleur numéro 2 qui soit. Et c'est là que tu chopes plus d'informations, tu chopes plus que ce que tu étais venu chercher à la base. Quand tu acceptes ta position. Et c'est intéressant. Qui est un peu paradoxal par rapport à ce que je t'ai dit au début de moi qui voulais tout le temps sauter les étapes. Mais je suis pas une tête brûlée. Je suis pas une tête brûlée. Et parce que je suis quelqu'un qui apprécie le process, je connais ma place. C'est juste que j'accepte pas quand on me dit reste là. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et c'est bien que tu parles de l'ego, je pense. L'ego, je pense que c'est notre pire ennemi aujourd'hui dans l'apprentissage. Parce que forcément, quand tu vas apprendre, tu vas être nul au début.
je pense que c'est intéressant que tu as parlé du fait d'être second. Ouais. Parce qu'on glorifie trop le fait d'être la personne en tête de tout. Ouais, Mais on voit pas le revers de la médaille. Tu vois que les Ouais. points positifs. c'est ça. Certes, il lead une équipe, mais ça veut dire qu'il a aussi des responsabilités. Ouais. Ça veut dire qu'il sûrement il dort moins que toi. Ça veut Ouais. dire qu'il doit travailler peut-être plus que toi. Ouais. Si y a quelque chose qui va pas, ça va retomber sur lui. Ouais. Donc il y a aussi tous ces côtés-là qu'on voit pas et qu'on n'expérimente pas quand on est second. Mhm. Donc on a au final tous les avantages de l'apprentissage Ouais. sans les inconvénients. Ouais. Et vouloir être trop rapidement premier. Et même être premier par rapport à quoi, pourquoi, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est vraiment une finalité en soi d'être la personne en tête d'eux? Parce que je pense qu'on le glorifie un peu trop aujourd'hui. On dit oui, soit entrepreneur, soit ci, soit ça. T'es pas forcément obligé de l'être. Je pense que tu Ouais. peux être très épanoui en étant second, mais tu peux aussi être très épanoui en étant premier. Mais il faut avoir conscience, et c'est bien que tu dis que, en fait, laisse ton ego de côté, Mhm. prends le temps d'apprendre, entoure-toi de ces personnes-là, inspire-toi, et si c'est ce que tu veux, bah fais-le, mais prends le temps aussi, tu vois. Ouais, parce que j'ai vu aussi des reconversions incroyables. De gens qui voulaient devenir... Parce que moi, tout a commencé parce que je sais que moi, Ok. l'objectif, c'est de devenir réalisateur. Ok. Auteur-réalisateur particulièrement. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient être réalisateurs et qui ont fini chef opérateur, qui ont fini monteur, qui ont fini... Parce que tu sais pas. Mm. T'arrives, tu te lances dedans et tu te rends compte que, en fait, je pensais que je voulais ça et au final, je me rends compte que je suis grave à l'aise et que je suis grave bon dans ce truc-là. Donc, au final, tu changes de direction. Mm. Moi, au bout de 16 ans, là, je suis persuadé que ouais, c'est la réalisation. C'est pas autre chose. J'ai tout essayé Ok. et je sais que, ouais, non, il n'y a pas de sortie de route. C'est ça l'objectif dernier. Mais il faut le savoir. Mm. Et aussi, il faut savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Mm. Est-ce que tu le fais parce qu'il y a un manque à combler? Parce que ça, c'est mon challenge quotidien dans l'industrie du cinéma, c'est d'être confronté à des gens qui ont un manque à combler. Ok. Il n'y a que de l'ego qui parle, il y a que du... Et ça, c'est mon grand challenge, hein, c'est que tu fais face à des gens et tu sais qu'ils sont incomplets. Ok. Et que ils ont tendance à croire qu'ils sont la position qu'ils ont dans l'industrie, dans la vraie vie. Ok. Une phrase un peu compliquée, mais Mm. tu vois, genre, le mec a l'impression que parce que c'est une autorité sur un plateau de tournage, Ok. c'est aussi une autorité dans la vie. Mm. C'est pas le cas. Ok. C'est pas le cas. T'es pas ta position, t'es pas ton compte en banque, t'es pas tout ça. Tu vois, t'es une personne. Et moi, je sais qui je suis. Mm. Donc, quand j'arrive sur les plateaux de cinéma, j'arrive avec beaucoup d'assurance, tout en étant humble et en connaissant ma place. Ouais. Mais j'ai décidé de pas jouer le jeu de l'industrie de ouais, lui, c'est le mec puissant sur le plateau, donc faut être gentil avec lui. Non, je suis gentil avec lui s'il est gentil avec moi. Mm. Et après, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Bien sûr. Après, encore une fois, c'est qu'une question de choix. Tu choisis le chemin que tu décides de prendre. Et moi, je suis très à l'aise avec les choix que j'ai faits. Ok. Je sais que j'aurais pu être beaucoup plus loin que là où je suis maintenant si j'avais joué le jeu de l'industrie. Mm. Mais je suis tellement content de... Vraiment, je te dis, si ma carrière elle s'arrête demain, parfait. Parce que je parlais de la dépression plus tôt. Ce que la dépression m'a appris sur moi-même, c'est que tu es beaucoup plus que ce que tu fais. Mm. Moi, depuis l'âge de 10 ans, je me suis défini à travers le cinéma. Mm. Et très récemment, j'ai fini par comprendre que j'étais plus que ça. Mm. Et que si ça devait s'arrêter demain, en vrai, c'est cool. Mm. Tu vois. Ok. Ouais. C'est franchement, je sais pas quoi. En fait, c'est hyper intéressant. Parce qu'à chaque fois, en fait, j'ai trop de questions qui me viennent en tête. Mais c'est passionnant tout ce que tu racontes par rapport au cinéma, à ta vision, à la dépression aussi, à tous ces challenges, l'envers du décor, le fait que tu es prêt aussi à accepter... le fait que tu es prêt à payer le prix d'être authentique aussi. Ouais. Je trouve ça aussi intéressant. Parce que c'est vrai qu'on pousse aussi l'authenticité. Ça a aussi un prix, malheureusement. Ça peut te prendre, je sais pas moi, des années de progression. Mais derrière, peut-être que tu dors mieux le soir. Peut-être que tu es plus content de ce que tu fais, tu es plus fier. Ouais. Moi, j'ai une question pour les jeunes qui peuvent nous écouter. Comment réussir ce qu'on entreprend? Parce que par rapport à ton parcours, tu as vraiment eu cette vision. Et cette vision t'a permis de développer tout un tas de choses. Et je me dis, ok, vas-y, je suis un jeune qui t'écoute. Tu m'as vraiment motivé. Tu m'as fait comprendre que c'est possible. Comment réussir maintenant ce que je vais entreprendre?
Alors moi, il y a une des parties... l'un des aspects que je préfère chez moi, Ok. j'ai cette capacité Ok. de concrétiser les choses abstraites. Ok. Mes rêves deviennent très rapidement des projets. Mm. Je suis un gros rêveur, mais très rapidement, il faut que je le concrétise. Ok. Donc, il y a, à l'époque, par exemple, juste avant d'aller à Londres, il y a ce truc classique de OK, je veux aller à Londres, je veux travailler dans les VFX, je regarde un film, générique de fin. C'est qui le superviseur VFX? Ah, c'est lui, boum, Facebook, LinkedIn. Tu vois ce que je veux dire? Tout d'un coup, il y a un truc très concret qui se met en place de ah, OK, c'est cette personne, boum, OK, je lui envoie un message, j'envoie. Ouais. Et il y a des gens, par exemple, truc très très bizarre, à qui, et je l'ai vu récemment, à qui j'ai envoyé des messages en 2016, 2017. Et ils m'ont répondu à l'époque. Et des années après, on bosse sur le même film. Mais eux, ils ne se souviennent pas que c'est moi qui leur ai posé une question à 3 ans. Je ne leur dis pas. Mais c'est... OK, ouais, ça fait sens. Okay. Et donc, moi, je concrétise très, très rapidement. Je fantasme, je rêve. Et après, je me dis, OK, comment on fait? C'est quoi la première étape? Okay. Et après, j'établis une sorte de mini-plan. De tiens, on va essayer ça, établir le contact, voir comment tu fais. Et en fait, je concrétise très, très rapidement les choses. Je fais en sorte à ce que ça ne reste pas trop dans ma tête trop longtemps. Parce que sinon, c'est... Il faut concrétiser, il faut transformer les rêves en action très très rapidement. Ok. Et histoire que ça reste pas. Et comment tu les concrétises justement? Par exemple, si je sais pas, tu dis ok, je vois ce film, par exemple à Marvel, j'ai envie d'aller travailler dans ce film. Comment ou dans le prochain film qui va arriver? Ok. Comment on le concrétise? Ok. Je vais te raconter cette partie particulière de ma carrière. Au moment où je pars à Londres, je me fixe 5 objectifs. Ok. Objectif numéro 1, travailler sur un film Star Wars. Ok. Objectif numéro 2, travailler sur un film James Bond. Objectif numéro 3, travailler sur un film de super-héros de préférence à Marvel. Ok. Objectif numéro 4, travailler avec Steven Spielberg. Ok. Et le numéro 5, je le garde pour moi. Ok. D'accord? On ne saura pas. Pas tout de suite. Et j'arrive sur mon premier film, qui est un film Disney qui s'appelle Artemis Fowl, qui est complètement éclaté, ne le regardez absolument pas. Et en fait, je suis sur le film, et moi, je sais que je veux bosser sur un Star Wars. Ok. D'accord. Donc, ce que je fais, c'est qu'on est sur le plateau, et je parle de Star Wars toute la journée. J'adorerais bosser sur un film Star Wars. Mais tu sais, pas genre comme ça, qui tombe du ciel. À chaque fois, j'oriente les conversations que j'ai avec les gens pour aller sur Star Wars. Et j'ai fait ça pendant... le tournage, il a duré combien de temps? 5 mois. J'ai fait ça pendant 5 mois. Jusqu'au moment où il y a une personne qui m'a fait « Ah, mais si tu veux bosser avec Star Wars, tu connais telle meuf ?» Et je fais « Ouais. » Il se dit « Mais c'est ta collègue. » « Ouais. » Bah, son mec, c'est Monsieur Star Wars à Londres. Okay. Tu veux bosser sur un projet Star Wars, tu passes pas ce type-là. Ok. Je lui ai envoyé un message. D'ailleurs, cette histoire, elle est marrante. Hein. Je lui ai envoyé un message. Elle m'a dit ouais, mon mec, c'est lui qui s'occupe de tous les Star Wars et tout. Tiens, je lui ai envoyé ton CV. Il va te contacter dans pas longtemps. Il me contacte. Et là, je vais passer l'entretien. L'entretien se passe super bien. Et là, pendant l'entretien, le mec, il dit ouais, c'est moi qui m'occupe de Star Wars et tout. Là, je t'avoue, j'en ai enchaîné 2. Je suis un peu fatigué, j'ai envie de faire autre chose. Et le mec, en fait, dans sa tête, il se dit je vais te mettre dans mon équipe. Et donc, en fait, il dit ouais, je vais pas te mettre sur le prochain Star Wars. Tu vas bosser avec moi. Là, je suis en train de préparer un nouveau film. Ça s'appelle Hobbs & Shaw. C'est un spin-off de Fast and Furious avec The Rock et Jason Statham. Tu vas faire ça avec moi. Et genre, moi, dans ma tête, je suis déçu. Parce que je me dis, mais moi, c'est Star Wars ce que je veux. Et tu me dis Fast and Furious. Ok, c'est du taf. Mais encore une fois, moi, c'est la passion et la curiosité qui me drive. C'est pas les sous ou quoi au caisse. Et genre, moi, dans ma tête, je suis un peu déçu. Mais je me dis, tu sais jamais ce qu'une expérience va t'apporter, donc on se lance quand même et on verra bien. Et là, le mec, il me pose la question fatidique, il me dit, est-ce que tu as le permis de conduire? Et moi, je lui dis non. Et là, il me fait, Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas le permis de conduire. Hein. Mais, et il me fait, ça va être un problème. On va tourner là.
Donc le mec, il me dit, OK, tu passes ton permis, après tu me rappelles et on fait le truc. Donc au final, j'ai ni Star Wars, ni Fast and Furious. Parce que oui, quand on parlait de CV, le CV des films que j'ai pas fait, il est tout aussi long que le CV des films que j'ai fait. Et plus long même. Et en fait, au final, je reviens vers le type et il me dit, mais du coup, t'as contacté, t'as passé l'entretien, ça s'est passé comment et tout. Je lui dis, j'ai pas le permis et tout. Il me fait, OK. Une semaine après, il me renvoie un mail, il me dit, écoute, contacte ce type-là, mais tu lui dis pas que c'est moi qui t'ai dit de le contacter. Je contacte le mec. Et en fait, c'était quelqu'un qui bossait pour Lucasfilm et sur les films Star Wars, mais qui n'était pas le mec en question. En fait, il faisait un autre truc sur Star Wars. OK. Parce que moi, principalement, je travaille sur les plateaux de tournage. Mais là, en fait, je travaille. Le mec en question dont on m'a filé le contact, c'est un mec qui fait ce qu'on appelle du scanning. Ce qu'on appelle du scanning, c'est la reproduction 3D d'effets concrets. Ça veut dire que si on bosse dans un film et qu'à un moment donné, je sais pas, Hulk, il est censé boire dans un verre comme ça, on envoie ce verre-là au scanning et c'est au scanning, on va faire une version 3D de ce verre-là pour que Hulk, tu vois. Et en fait, je bosse avec la société, enfin, on me met en contact avec le mec qui a cette société-là. Je lui envoie mon CV et il me fait vous avez un CV intéressant, et comme ça, comme au McDo. Je lui envoie mon CV, il me donne rendez-vous, j'y vais. Je passe l'entretien et le mec, il me fait ouais, je bosse sur les films Star Wars, là, mais j'ai un autre truc. Tu vas pas bosser sur Star Wars. J'ai un autre truc. Et je vais te former et tu vas bosser sur ce truc-là et ça va être très bien et on va bosser ensemble et ça va être cool. Je fais OK. Donc après, je suis encore déçu, tu vois. Et là, le mec, il me rappelle une semaine après et puis il me dit le projet, il a été annulé, celui qu'on devait faire à la base. Donc au final, on bossera pas ensemble tout de suite. Je fais OK. Je lui renvoie un message le lendemain en lui disant je sais que l'autre projet, on le fait pas du coup, mais je sais que tu fais les films Star Wars. Du coup, comment on fait? Et là, il fait c'est vrai que je pourrais avoir besoin d'aide sur les Star Wars. Et au final, c'est comme ça que ça s'est fait. Tu vois. Et donc, ça a commencé sur moi qui parle de Star Wars sur le plateau pendant 5 mois. Et après, on m'a mis directement en contact avec un type, obstacle. On me met en contact avec un autre type et c'est comme ça que c'est arrivé. OK. Purée, mais juste ta capacité à... Moi, je trouve ça fou, ta capacité à faire du relationnel et à être aussi intelligent dans ce type d'environnement-là, de parler. J'avais fait un podcast précédent où un mec, il disait justement, et c'est une phrase qui m'a marqué, si tu demandes pas, Dieu, il n'entend pas, tu vois. Et je pense que ça résume entièrement ta situation, c'est que, en fait, tu veux ça, ok, bah on fait que d'en parler, on se met dans les positions où ça peut arriver, et je trouve ça ouf parce que ça t'a apporté pas mal d'opportunités, ça t'a permis ok, tu t'es mangé un obstacle, tu t'es dit non, lui, je sais on peut travailler ensemble sur Star Wars. Comment réussir justement à développer cette intelligence un petit peu sociable et à arriver à voir ce qu'on veut d'un environnement social? Alors, naturellement, je suis quelqu'un de très timide et très introverti. Ok. Je sais que mes potes vont pas me croire, mais naturellement, je suis quelqu'un de très timide et très introverti. Et socialement, j'ai toujours été très bizarre. Je n'étais pas le gars qui parlait à beaucoup de monde. Parce que déjà, je suis pas un gars facile à prendre et à comprendre. Et donc, du coup, j'ai très peu d'amis, mais j'ai des très bons amis. Tu vois. Et mais vraiment, toutes mes jeunes années, jusqu'à 21 ans, j'étais un gars assez bizarre, socialement, tu vois. Et après, j'ai trouvé un taf dans la vente. Tu sais, genre quand j'ai quitté l'école, il n'y avait pas de taf, pas de sous, tout ça. Et j'ai postulé chez Levi's à l'époque. J'ai été pris. Et en fait, j'ai appris à être social en étant vendeur. Parce que moi qui avais peur d'aller parler aux gens, tout d'un coup, c'est mon taf d'aller parler aux gens, de savoir ce qu'ils veulent et d'identifier leurs trucs. Et je te dirais même une chose, je suis un bien meilleur vendeur qu'un technicien de cinéma. Si on parle juste en termes de compétences, dans la vente, je suis un tueur. Et je te le dis avec beaucoup de confiance. Toutes les boutiques où j'ai été aller bosser, que ce soit en France ou même en Angleterre, parce que ça, c'est une autre réalité dans laquelle on va en parler, cette phrase-là de « t'as percé », j'y crois absolument pas. Moi, écoute, entre chaque film, j'ai dû reprendre un taf classique en attendant le film d'après. Donc, après Star Wars, je suis allé bosser dans la vente.
en attendant le film d'après. Puis après, le film d'après, il revient. Tu vois, l'ego. J'ai pas d'ego. Donc, il n'y a pas ce truc de ouais, c'est bon, je tape dans le cinéma, c'est bon. Je suis pas devant la caméra, je suis pas un acteur, je suis pas un producteur, je suis pas un réalisateur. Donc, un technicien de cinéma ne gagne pas des milliers et des cents. Les gens, ils pensent que, parce que tu as bossé sur un Star Wars, forcément, tu as beaucoup de sous. Non. Tu es payé comme un mec lambda. Je sais pas, tu dois avoir un salaire l'équivalent d'un salaire de manager, tu vois. Mais tu gagnes pas des milliers et des cents. Moi, je peux pas, quand je bosse sur des films américains, je peux pas passer 1 ou 2 mois sans taffer après. Okay. J'ai un temps limité pour me reposer. Ouais. Mais il faut que, si je veux garder le cap, je suis obligé d'enchaîner avec un autre film. Et ça m'a valu pas mal de problèmes de santé et de tous ces trucs-là, parce que c'est un rythme complètement dingue, tu vois. Et, mais la vente, en vente, je suis un tueur, vraiment. Ouais. Et juste pour confirmer ce que tu dis, je suis commercial aussi. ouais. Et je sais reconnaître, les gars, je sais reconnaître les bons commerciaux. Et en vrai, je pense que tu peux être un très très bon commercial. Mais incroyable. Et parce qu'en plus, j'avais une technique de vente spécifique. Ma technique de vente, c'est j'ai rien à te vendre. J'ai rien à te vendre, mais je suis là pour t'aider. Ok. Et donc, par exemple, quand j'étais chez Levi's, client classique en France, mec qui rentre, tu vas lui dire bonjour et dire hey, je suis pas venu t'acheter quoi que ce soit, je suis juste venu regarder, laisse-moi tranquille. Je sais que vous avez un travail. La même phrase chez tous les clients. Tu dis tranquille. Et moi, tu sais, t'as le patron, le manager derrière qui me dit vas-y, va vendre et tout. Et moi, je dis t'inquiète, j'ai ma technique, tu vois. Et le mec, j'attends le moment où il est ouvert à la discussion. Et là, on parle de lui. On parle de lui, on parle de sa life, on parle de son taf, on parle de trucs externes. Et je me mets à son échelle, en fait. Je me mets à son niveau. Et après, je lui demande pas ce qu'il cherche, je lui demande pourquoi il le cherche. Okay. Et après, des fois, il y en a, c'est un truc spécifique de... c'est le jean que je porte depuis que j'ai 21 ans et c'est que celui-là que je porte et je veux pas changer. Je m'en fous. T'as l'autre qui, j'ai un événement particulier ce week-end et j'ai envie d'avoir un bon jean par rapport à ce truc-là. L'autre, ça va être, j'ai un peu envie de changer de style vestimentaire et tout. Tu vois, t'identifies le truc. Et donc, ce que tu fais, enfin, ce que je faisais à l'époque, je lui donne les informations dont il a besoin. Mais j'essaye pas de lui vendre un truc. Okay. Après, je lui dis, tu sais quoi, on a un truc qui ressemble à ce que tu cherches. Je sais que tu n'es pas venu pour essayer. Je sais pas que tu n'es pas venu pour acheter. Je sais que tu n'es pas venu pour acheter, mais essaye-le. Et quand tu l'essayes, tu prends des photos de toi sur le miroir et tout, comme ça, tu vois. Et donc, la personne, elle passe, je sais pas, 35, 45 minutes dans le magasin à essayer des trucs, à prendre des photos. Et à la fin, le mec fait, franchement, c'était super sympa et tout, merci. On se serre la main et tout. Puis la personne, elle part. Et le patron, il dit, mais attends, vous venez de passer 45 minutes avec le client et vous lui avez rien vendu? Je dis non. 2 semaines plus tard, le mec, il revient avec sa femme, il prend 4 jeans, sa femme, elle en prend 2. Pourquoi? Parce que je l'ai marqué. Et qu'en plus de ça, dans son téléphone, il a pris le temps de regarder tous les différents vêtements qu'il a essayé, tout ça et tout. Et donc, au final, il revient 2 semaines plus tard et il achète 3 fois plus que ce qu'il voulait acheter de base. Ok. C'est ouf, hein. Et donc, en fait, j'ai privilégié la fidélisation avant ce que je devais vendre à la base, tu vois. Ok. Donc, c'est une bonne technique de vente. Et en plus de ça, tu arrives à avoir long terme sur ta stratégie de vente. Donc, tu dis, en fait, il est venu pour une raison. Et tu t'es mis aussi à la place de ton client. Ça, c'est une bonne technique de vente aussi. C'est ce qu'on fait pas assez. Parfois, on essaye de débiter. Ok, mon produit fait ci, ça. Il s'en fout. Concrètement, et comme tu l'as dit, en fait, il est venu pour une raison. Et ensuite, tu l'as fait essayer. Tu corresponds aux besoins. Et moi, j'étais même le ouf. Et devant les patrons, des fois, ils devenaient fous. Mais comme je faisais du chiffre, je ne pouvais pas dire grand-chose. Je leur donnais d'autres boutiques où ils pouvaient trouver ce qu'ils voulaient. Donc, moi, je bossais chez Levi's et je lui disais, non, mais va chez Carhartt. Ils ont ce que tu cherches. Et ils ne te prenaient pas pour un ouf, les patrons? Bah, si. Mais tu fais du chiffre. Alors, lui, il ne voit pas le truc sur le long terme. Parce que lui, il voit le chiffre de la journée. Mais moi, j'ai toujours joué sur le long terme. Toujours. Ok. Et j'envoie les gens dans d'autres boutiques en leur disant, va. Là-bas, ils ont ce que tu veux. Le mec, cool.
Et des fois, j'ai même eu des clients qui revenaient juste pour dire bonjour. Mm. Ah ouais, j'étais de passage et tout, vous allez bien et tout. Ouais. Parce que la fidélisation, c'est tout en fait. Mm. Et ouais. Donc ouais, je te dis, je suis bien meilleur vendeur que je suis technicien de cinéma. Sauf que le cinéma, c'est ma passion. Donc, voilà. En tout cas, c'était super cool tout ce que tu as pu nous apporter. Ouais. Là, on va arriver sur Riyad. Ok. Sur 11h30, donc j'ai pas envie, franchement. J'aurais envie de continuer la conversation, mais je pense qu'on pourra refaire un deuxième épisode, même si tu veux en visio ou encore sur place. Il y a aucun souci. Sans problème. J'ai une dernière question pour la fin. Ouais. Une question que j'aime beaucoup poser, c'est est-ce que tu as un message à faire passer? Alors, le message, c'est vraiment marque blanche pour toi. C'est peu importe le message que tu veux passer, qu'il soit long, court, comme tu veux. C'est bizarre pour moi parce que j'ai pas réellement. Enfin, si j'ai des messages à faire passer, je le fais à travers mon art, en fait. Ok. Tu vois, c'est à travers la création que je fais. Je suis pas. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui est super doué pour parler de politique. Par contre, je suis très, très bon pour concrétiser ces idées-là, sous forme de storytelling, à travers une histoire, un scénario, une séquence ou un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est compliqué. Mais c'est plus... Ouais, j'observe pas mal les gens ces derniers temps et il y a vachement cette course à un idéal qui est externe à toi, tu vois. Je vois beaucoup de gens se fixer des objectifs. Tu vois, on parlait du truc d'entrepreneuriat, par exemple. Je pense que le style de vie de l'entrepreneur, il est vachement glamourisé par les réseaux sociaux et par les gens qui ont envie d'être perçus d'une certaine manière. Et en fait, je sais pas, je fais cette observation de... J'ai l'impression que les gens aujourd'hui préfèrent avoir l'image d'eux plutôt que d'être au quotidien. Ils préfèrent que les gens les perçoivent comme des entrepreneurs plutôt que d'être un vrai entrepreneur. Parce que quand tu as ta propre société, il n'y a rien de glamour. Tu fais des chiffres, tu vois, c'est plus des casse-têtes au quotidien qu'un truc glamour avec un costume, un jet et un truc comme ça. Et je sais pas, j'ai pas forcément de message, mais je souhaite aux gens d'être un petit peu plus en phase avec eux-mêmes. Et avec ce qu'ils ont envie de faire, parce que moi, je me suis choisi très très tôt et aujourd'hui, je me kiffe. Mais vraiment pour de vrai, parce que j'ai commencé en étant très très peu sûr de moi et le fait d'être dans l'exécution et de le faire, c'est ça qui m'a construit une certaine confiance en moi et qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et pourtant, tu me parles, là, je sors d'une phase très, 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 très compliquée parce qu'on a été très impacté par la grève des scénaristes à Hollywood. Parce que tu vois, moi, je travaille dans le cinéma américain, donc l'année dernière, il y a eu une grève des scénaristes et une grève des acteurs. J'ai tout perdu. J'ai perdu le taf que j'avais à l'époque. J'ai perdu ma maison à l'époque. Je suis retourné vivre chez ma mère. Je me suis remis au RSA. Donc, tu vois, t'imagines, avec tout ce que j'ai fait, je me suis retrouvé dans une position où j'ai dû retourner en France alors que je n'avais pas envie de revenir. Et j'ai tout perdu, tu vois, d'un point de vue concret. J'ai passé un hiver très, très compliqué mentalement, dépression, tout ça et tout. Et là, ça fait à peu près 1 mois et demi, je suis sur un nuage de ouf. Parce que j'ai compris pourquoi est-ce que tout ça était arrivé. Je suis très croyant, comme je te l'ai dit plus tôt. Et je savais qu'en fait, j'avais vraiment besoin de me reposer. En vrai. Donc, il y avait pas de taf, il y avait tout ça. Mais en fait, j'avais vraiment besoin de me reposer. Là, je suis reposé et je commence à recevoir des messages de Londres de la part de « Est-ce que tu es dans les parages ? T'es dans les parages ?» Ils commencent à se préparer des trucs. Du coup, là, je retourne à Londres demain. Et c'est pour ça que c'est une question compliquée à laquelle répondre. Mais si je devais résumer à tout ça, je te dirais que j'ai jamais perdu le cap parce que je reste authentique. Je reste aligné avec qui je suis et ce que j'ai envie de faire, en dépit de ce que quiconque dira, que ce soit mes amis, ma famille, mes proches, l'industrie ou quoi au caisse. Je fais ce que j'ai envie de faire et surtout, je fais
je fais quelque chose qui me nourrit intérieurement. Pas Ok. un truc que les gens vont percevoir comme quelque chose de cool. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce que la vraie satisfaction, c'est le fait de me dire à l'âge de 12 ans, ouais, c'est pas mal les films Marvel. Et puis 20 ans plus tard, t'es sur un truc. Mm. Et les gens se tournent vers toi en mode, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, genre, t'as un poste à responsabilité, les gens se tournent Mm. vers toi en mode, ouais, qu'est-ce qu'on fait pour la Mm. prochaine scène, comment on truc? Et puis tout d'un coup, c'est toi qui commences Mm. tu vois, et genre, le sentiment de satisfaction, il est indescriptible. Mm. Il est indescriptible. Donc, tu vois, là, professionnellement, je suis dans les pires situations dans lesquelles je suis, mais je suis tellement aligné avec moi-même que tout va très, très bien. Ok. Je suis anormalement positif et motivé et enthousiaste par rapport au contexte actuel, tu vois. Et ça, je pense que tu l'obtiens uniquement en étant authentique et en t'écoutant et en faisant des choses qui te nourrissent intérieurement, tu vois. Ok. Merci pour ton message de fin. C'était très passionnant de t'écouter. Ton storytelling est ouf, ton parcours est ouf, ta manière de casser tes différentes croyances. Ouais. Je suis vraiment honoré de t'avoir eu aujourd'hui et j'espère que cet épisode justement pourra vous apporter les gars et que vous avez pu écouter, que ce soit par rapport au relationnel, par rapport aux rêves que tu peux avoir, comment le nourrir, la curiosité. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre de cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on cherche à te chercher sur les réseaux sociaux, même si c'est pas français? Ouais, non, principalement sur Instagram. Ok. Joël Ichindo. Ok. Et ouais. En plus, je suis quelqu'un, je réponds vite. Enfin, tu vois, si quelqu'un me contacte, je réponds très très vite et tout. Ok. C'est le principal. Et puis sur LinkedIn, tu vois. Et ouais, principalement. Ok. Merci beaucoup. Merci. Yes. L'épisode était incroyable. Hein. J'ai cru que je regardais un film, sincèrement.